Très chers élèves, bonjour. Après avoir montré les mécanismes et les structures de la langue qui vous permettent de renforcer vos capacités à interroger un type particulier de discours, à savoir le récit fantastique, nous voici arrivés à une autre étape de notre travail où du simple lecteur d'une nouvelle fantastique que vous êtes, il faudra maintenant réinvestir toutes vos connaissances pour devenir producteur d'un récit fantastique. Alors, je vous propose une démarche et je signale qu'il ne s'agit que d'une proposition. Peu importe le sujet de rédaction qui vous sera proposé pour produire un récit fantastique, la démarche à adopter est la suivante. J'ai appelé cette étape remue-ménage, car tout ce dont vous aurez besoin pour écrire un récit fantastique est enregistré dans votre cerveau. Il suffit d'aller le chercher et de le réinvestir. Il est vrai, je l'avoue, que rédiger un récit fantastique n'est pas un exercice facile. C'est pourquoi je vous ai proposé plusieurs nouvelles à lire et j'espère que vous avez eu du plaisir à le faire en cette période de confinement, car cela vous permettra de vous inspirer. Alors, je vous propose cette démarche qui va vous guider pas à pas pour rédiger un écrit fantastique. Il est important de savoir qu'un bon scénario fantastique s'articule en 5 étapes. Je tiens à préciser que ce travail doit s'effectuer sur vos feuilles de brouillon et vous ne devez pas tout écrire à ce niveau. Mais il vous suffira de quelques notes que vous développerez plus tard lors de la rédaction au propre. Ma première étape est de choisir le cadre spatio-temporel où va se dérouler votre histoire en choisissant les indices spatio-temporels qui permettent de situer l'histoire dans un cadre réel. Deuxième étape, choisir les personnages. Un personnage principal qui sera le narrateur et des personnages secondaires qui vont l'aider ou lui nuire et qui feront avancer l'action. Troisièmement, choisir un phénomène surnaturel inexplicable et inexpliqué qui peut être une apparition sous forme d'un fantôme, créature monstrueuse. Certains éléments du corps vont s'animer d'une vie étrange, comme par exemple des cheveux, les mains, un cœur. Un objet qui va s'animer, des portes et des fenêtres qui s'ouvrent et qui se ferment toutes seules. Votre téléviseur, par exemple, qui marche tout seul. Quatrièmement, choisir un cadre déterminé pour la manifestation de l'événement surnaturel. Ça peut être une chambre hantée, un château, un cimetière, une vieille demeure, la cave de votre maison, votre garage, le grenier de votre maison de campagne. Et enfin, créer une atmosphère inquiétante. L'événement survient souvent de nuit, dans des lieux enveloppés de brouillard, où les formes peuvent être indistinctes. Il peut aussi se produire lors d'une tempête, lorsque la nature est tourmentée. Une fois vos choix finalisés, passez à la rédaction au brouillon, et j'insiste là-dessus. Il faut procéder étape par étape en respectant la structure narrative. Vous pouvez vous inspirer du modèle divisé en parties que je vous propose ici. Commencez par une introduction où vous expliquez pourquoi vous êtes amené à raconter votre aventure fantastique. Ensuite, annoncez votre histoire par une expression qui indique clairement le commencement du récit. Puis, rédigez la situation initiale où vous insisterez sur un cadre réaliste et la description d'un personnage équilibré. En répondant à ces questions. Qui permet de préciser l'identité du personnage et en faire une description courte, ou qui permet de situer le cadre spatial et qui doit être réaliste, et j'insiste là-dessus aussi. La réponse à quand permet de préciser le cadre temporel du déroulement des événements, qui peut être le moment de la journée, une saison ou une époque, vous avez le choix. Et comment permet de décrire la situation dans laquelle se trouve le personnage. Et cette situation doit être une situation d'équilibre. Après avoir répondu à toutes ces questions, vous introduisez quelques indices étranges qui annoncent l'apparition ultérieure de phénomènes surnaturels.
Rappelez-vous qu'au moment où vous écrivez, votre mésaventure est terminée depuis longtemps et que vous avez été profondément marqué par cette expérience. Dans cette partie, vous devez employer l'imparfait comme temps d'arrière-plan pour les actions qui durent et qui se répètent, c'est-à-dire un imparfait d'habitude, de répétition, pour la description aussi, et le présent de vérité générale. Optez à ce moment-là pour une focalisation interne, car en tant que personnage, vous faites partie de l'histoire. La deuxième partie que vous allez écrire est ce que j'ai appelé le développement, pour vous faciliter la tâche de vous repérer. Elle commencera par un élément modificateur qui va venir rompre l'équilibre de votre situation initiale et qui va basculer votre récit dans le fantastique. Il s'agit souvent d'un fait apparemment banal dont les conséquences seront graves et inattendues. Cet élément sera introduit par des articulateurs logiques ou chronologiques qui vont marquer son aspect inattendu, par exemple, tout à coup, soudain, or, un jour, un soir. Veillez à introduire cet élément en employant le passé simple. L'élément perturbateur va entraîner une suite d'actions ou péripéties qui marquent l'apparition de phénomènes fantastiques. À ce niveau, vous devez mentionner vos premières réactions: curiosité, peur, doute, angoisse. Toutes ces actions que vous allez entreprendre doivent s'enchaîner rapidement et s'accélérer et aboutir à une situation de crise. Pour assurer judicieusement cet enchaînement, utilisez des indicateurs temporels qui vont rythmer votre récit. Un jour, ce jour-là, le lendemain, quelques heures plus tard. Dans cette partie, le temps employé le passé simple, comme je l'ai précisé auparavant, pour faire avancer l'histoire, et le conditionnel pour marquer l'incertitude et le doute. Utilisez aussi le lexique relatif aux émotions et aux sensations. Le lexique de la peur, de la terreur, le dégoût, la mélancolie, la chaleur, le froid, le vertige, l'évanouissement. Faites référence au vocabulaire de la peur et des manifestations physiques qui en découlent, des tremblements, des cris, des pleurs, des cauchemars. Employez des procédés d'accélération que nous avons déjà vus, à savoir l'ellipse par exemple, et de ralentissement comme des pauses descriptives pour accroître l'étrange, l'intention et le suspense. Tout votre récit se focalisera sur la résolution de la crise qui conduira le lecteur sur la piste du dénouement, qui le perturbera davantage car vous allez proposer deux explications au phénomène surnaturel dont vous étiez témoin. Une explication rationnelle et une autre surnaturelle. Et à ce moment-là, nous avons l'équilibre qui est rétabli. Mais c'est juste un équilibre apparent. Dans la situation finale, l'équilibre est de retour, mais ce n'est qu'une apparence, car le héros n'arrive toujours pas à choisir entre l'une et l'autre des explications. Vous pouvez terminer votre nouvelle sur une chute brutale, comme la mort du narrateur par exemple, qui laisse généralement le lecteur déconcerté et lui donne à réfléchir sur le sens de certains éléments. Mais dans ce cas, le narrateur, ce n'est pas vous. Alors, nous arrivons à la phase de rédaction. Vous avez maintenant en votre possession un brouillon très abouti. Désormais, mettez en forme votre travail en suivant le schéma narratif. Alors, à vos stylos. Je vous propose ici les deux schémas qui vont suivre pour vous aider à vous remémorer les différentes parties à respecter lors de votre rédaction. Nous avons le titre. N'oubliez surtout pas de mettre un titre à votre histoire. En situation initiale, comme nous l'avons précisé, vous devez répondre aux questions qui, quoi, où, quand et comment. Cette situation initiale, qui est une situation de calme et d'équilibre, est perturbée par un élément modificateur ou déclencheur. En vous posant les questions qu'arrive-t-il, qui est menacé, où a lieu la menace. Cet élément déclencheur va entraîner une suite d'actions ou péripéties. Et nous devons répondre à la question: quelles actions doit-on faire pour se mettre à l'abri de la menace, et quels sont les résultats de ces actions? La situation finale répond
à la question comment le personnage principal s'en sortit, et on revient à la situation d'équilibre. Et comme je l'ai précisé auparavant, cette situation d'équilibre n'a d'équilibre que le nom, parce que c'est un équilibre apparent. Vous pouvez aussi donner les sentiments ressentis par le personnage à la fin et quelle est la morale qui en tire. Chronologie des événements, où nous allons voir l'ordre chronologique. Le narrateur rapporte des faits dans l'ordre de leur succession ou pas. Veillez à rajouter des analepses qui sont des retours en arrière par rapport au moment du récit, ou alors des prolepses qui sont des projections dans l'avenir par rapport au récit. Surtout, essayez d'utiliser des ellipses qui sont des procédés d'accélération du récit où le narrateur passe sous silence certains événements. Le sommaire, par contre, est une façon de résumer certains événements que le narrateur juge pas nécessaires pour le déroulement du récit. Les modes de narration, vous pouvez choisir un narrateur personnage, ou alors un narrateur externe qui raconte à la troisième personne, ou un narrateur qui est invisible et totalement extérieur à l'histoire racontée. Le schéma narratif, comme nous l'avons déjà vu, nous avons la situation initiale qui présente les personnages et installe le cadre spatio-temporel, l'élément perturbateur qui change la situation initiale et déclenche les actions, les péripéties, ce sont des éléments contribuant à aggraver la situation. L'élément de résolution ou de dégradation, c'est ici qu'une solution se manifeste. Le dénouement, c'est... on trouve la solution au problème qui est posé. Et la situation finale, c'est le point sur lequel s'achève le récit. Concernant les personnages et leurs relations, qu'on appelle le schéma actentiel. N'oubliez pas, on l'a déjà précisé auparavant, qu'il faut toujours avoir un sujet qui est le héros de l'histoire, des adjuvants qui sont les amis ou les alliés, c'est ceux qui aident le héros, nous avons ses opposants, c'est ceux qui vont s'opposer à sa quête, nous avons l'objet, c'est ce que cherche le héros à atteindre, et enfin, nous avons le destinateur, c'est celui qui envoie le héros en quête d'un objet, et les destinataires, qui sont ceux qui profitent de la mission du héros, qu'on appelle aussi le bénéficiaire. Quelques notes en plus. Varier les indicateurs de temps et de lieu, employer des verbes d'action et de mouvement, essayer de créer des effets de suspense et intégrer des descriptions, des portraits et des dialogues. Chers élèves, une fois votre rédaction achevée et mise au propre, un contrôle de votre travail est nécessaire. Vous devez lire et relire votre produit final et vous assurer que vous avez respecté les consignes contenues dans le sujet proposé. Par exemple, le nombre de lignes, les circonstances de l'histoire, etc. C'est l'occasion aussi de corriger toutes les erreurs qui peuvent être commises par inadvertance. Pour apprécier votre travail, le correcteur va évaluer le degré de réinvestissement de vos acquis. Et c'est ceci qui va intéresser celui qui va corriger votre rédaction. Il se basera pour cela sur une grille d'évaluation. Et cette grille d'évaluation, vous pouvez aussi l'utiliser comme une grille d'écriture. Que contient cette grille d'évaluation? Elle synthétise toutes les caractéristiques de la nouvelle fantastique. Alors, que va juger celui qui va vous corriger? Premièrement, le volume du texte. Est-ce que vous avez respecté les consignes données? Nombre de lignes, par exemple. L'organisation du récit. Est-ce que vous avez présenté les étapes du récit, la situation initiale, l'élément perturbateur, le déroulement des péripéties, le dénouement et la situation finale? Il va voir est-ce que ces 5 parties sont contenues dans votre rédaction. Ensuite, est-ce que vous avez présenté votre récit en paragraphe? Est-ce que vous avez donné un titre à la nouvelle et qui reprend le thème développé? Est-ce que des articulateurs chronologiques ont été utilisés pour assurer la cohésion entre les différentes parties du texte? Maintenant, concernant le contenu.
il va évaluer si, en votre qualité de narrateur-personnage, vous avez eu recours à la focalisation interne pour apporter les détails de l'histoire. Est-ce que le vocabulaire du fantastique et de l'étrange a été réinvesti? Le lexique des sentiments et des sensations aussi. Par exemple, le lexique de la peur, le doute, est-ce qu'il a été employé? Et est-ce que ces sensations ont entraîné des manifestations physiques qu'il faut mentionner aussi? Exprimer l'hésitation en employant le conditionnel, utiliser aussi des phrases exclamatives, des phrases interrogatives. Est-ce qu'il y a des passages descriptifs dans votre production? Est-ce que des dialogues ont été insérés, que ce soit directement bien sûr, ou des propos rapportés indirectement? Est-ce que vous avez donné une certaine dynamique à votre histoire? Et cette dynamique, comme nous l'avons vu, est donnée par tous les procédés d'accélération et de ralentissement. Et est-ce que votre récit progresse dans un ordre bien déterminé? Est-ce que les temps que vous avez employés sont le passé simple pour ce qui est des actions rapides qui s'enchaînent, ou l'imparfait pour la narration, pour la répétition et pour la description? Il jugera aussi vos idées. Est-ce que vos idées sont pertinentes? Est-ce que vous avez bien choisi un cadre spatio-temporel? Est-ce que vous avez bien caractérisé les personnages et les objets? Est-ce que votre intrigue est bien ficelée, de façon à semer le doute dans l'esprit de celui qui va lire votre rédaction? Et enfin, il va s'atteler à la correction de la langue. Chers élèves, veillez à respecter la ponctuation, corrigez les fautes d'orthographe et de grammaire, vérifiez la conjugaison des verbes parce que, comme nous l'avons vu, nous avons deux temps primordiaux très importants dans le récit, à savoir le passé simple et l'imparfait. Il faut les revoir et surtout, éviter le langage familier. Par exemple, vous avez tendance, au lieu de dire un camarade, vous dites un copain. Au lieu de dire, par exemple, une voiture, vous dites une bagnole. Évitez ce langage familier dans vos rédactions. Chers élèves, nous arrivons ainsi à la fin de cette séance. Le rendez-vous est pris pour la séance prochaine pour voir ensemble la technique du compte rendu. Merci de votre attention et prenez soin de vous. شكرا على المشاهدة. لا تنسوا الاشتراك في القناة، الضغط على الجرس، الإعجاب بالفيديو.